vous appelez-vous? Paula de Hélie. Que faites-vous? Bien, je fais un métier pour lequel je suis ici. Je suis comédienne. Oui. Vous avez fait vos études où? Ici. Rue de Madrid. Rue de Madrid. Au conservatoire Au conservatoire de musique de la rue de Madrid. Oui, ça s'appelait Conservatoire national de musique et d'art dramatique. Et quand? En quelle année? En 1937, il y a exactement 50 ans, que je suis rentrée pour la première fois dans cette pièce. Est-ce vous qui apparaissez sous le nom de Claudia dans les leçons publiées de Jouvet? Oui, Donc vous Oui. êtes l'Elvire de l'année 40. voilà. Qu'est-ce que c'était cette classe de Louis Jouvet? C'était une pépinière, c'était la... C'était la classe d'interprétation. Ah oui, bien sûr. Et combien étiez-vous dans la classe? Nous étions, je crois, 12 ou 14 au maximum. Combien de filles, combien de C'est garçons? la même chose, 6 filles, 6 garçons. Ou 7 filles, 7 garçons. Vous étiez séparés? Oui. Comment? Alors, il y avait ici les bancs que vous voyez, ces bancs en bois, étaient mis en diagonale comme ça. Et puis, il y en avait 4, je crois. Il y avait une rangée fixe contre le mur de bancs où venaient les auditrices, c'est-à-dire celles que Jouvet acceptait comme spectatrices, si vous voulez. Pourquoi les auditrices? Pas d'auditeurs? Il y avait très peu d'hommes. Il y avait évidemment beaucoup plus de femmes pour voir Jouvet, qui avait un grand succès auprès de ces demoiselles. Il y avait une petite table, là, en bois, tout à fait misérable. Et une chaise, misérable aussi. Et ça, c'était le bureau et le fauteuil du patron. Et comment était-il habillé? Oh, comme tous les jours, avec cravate. Oui. Cravate, toujours. Je crois qu'il avait toujours des chemises blanches, il me semble. Il me semble bien qu'il était toujours en chemise blanche. Et portait-il des gants? Il portait des gants, et souvent des gants de fil, parce qu'il avait de l'eczéma. Ah oui? Et pour ne pas mettre qui que ce soit en contact avec cet eczéma, il portait souvent, quand il avait des crises d'eczéma, il portait des gants, sinon il ne portait pas. Et savez-vous quand apparaissaient ces crises? Non. Je n'ai pas souvenir que ça corresponde soit à une générale, certainement que ça correspondait à quelque chose, mais à quoi ça, et je n'ai pas souvenir d'avoir noté que c'était spécialement à un moment quelconque. Il en parlait? Rarement. Je veux dire, il y a fait allusion une fois ou deux peut-être. Mais tous les élèves savaient. Ah oui, oui, nous savions tous. Qu'il était... Oui, qu'il avait de l'eczéma. Et qu'il avait des crises terribles, avec les mains gonflées, rouges, et qui pelaient. Enfin, c'était terrible. Il souffrait de ça. Beaucoup. Comment se passait son arrivée? Oh, on le trouvait, en général, on était, ou quelquefois on était dans le couloir, ou là, quelquefois il y en avait en bas qui discutaient avec d'autres camarades d'autres classes, alors on le rencontrait, on montait avec lui, il n'y a pas d'ascenseur, et puis, ou bien on le rencontrait ici, ou bien on était déjà dans la classe, on répétait quelquefois, et puis il arrivait, alors c'était bonjour patron, et puis bonjour les enfants. Pourquoi patron? Parce qu'il détestait qu'on l'appelle maître. Il ne voulait pas qu'on l'appelle maître. Les autres professeurs se faisaient appeler maître? Oui, bien sûr. Depuis longtemps? C'était une vieille tradition? Je pense que c'est une tradition. Oui. Mais lui, il ne voulait pas. Pourquoi? Il trouvait ça ridicule. Il trouvait que patron, c'était plus affectueux, plus... Enfin, ça mettait plus de lien. Et c'est ainsi qu'on l'appelait aussi dans son théâtre. Dans son théâtre, oui. Les comédiens, tout le monde l'appelait patron. Quelle a été votre impression à la première rencontre avec lui, en tant qu'élève ici? Ah, j'étais terrorisée. Je savais que j'avais devant moi un grand homme de théâtre, mais je ne savais pas à quel point. Et c'est lui qui vous a choisi? Oui. Est-ce que vous étiez amoureuse de lui? Pas du tout. J'étais en admiration, mais profonde,
définitive, mais pas amoureuse. Comme on peut tomber amoureuse d'un professeur qu'on aime infiniment quand on est très jeune. Oui, mais non, moi je n'étais vraiment pas amoureuse de l'homme. Pas du tout. Je crois que ça a été un bien pour moi. Parce que il y avait beaucoup de camarades qui étaient des auditrices, qui étaient amoureuses de lui et qui ont été détruites, comme ça, complètement détruites par lui. Moi, je n'étais pas... J'étais amoureuse de quelqu'un à ce moment-là, mais pas de lui. Ah oui, oui, oui. Donc je ne me trompe pas en disant ça. Mais j'avais pour lui une admiration sans borne. Comment s'est passée l'entrée dans le travail sur cette seconde scène d'Elvire, dont on m'a dit qu'au conservatoire, on ne la travaillait jamais? Non, on n'a travaillé jamais parce qu'elle avait la réputation d'être ennuyeuse. Alors on ne la travaillait jamais, mais lui avait depuis plusieurs années l'intention de monter Don Juan. Entriez toujours par ici, vous dites? Toujours. Alors, on n'avait qu'une entrée, on avait celle-ci. Alors, il fallait rentrer et on avait... Ah oui, quand on était ici, oui, c'était l'endroit où on se mettait en situation. Parce qu'il fallait rentrer, bien sûr, en situation et on rentrait comme ça, là. Puis ici, on attendait un petit peu. Et il vous laissait un petit moment, quelques secondes, une minute, je sais pas. Et puis tout d'un coup, il disait « Allez-y !» ou bien « Vas-y !» Et là, il fallait rentrer dans le sentiment. Alors bon, on arrivait, et il fallait toujours faire tous ces pas, parce qu'il n'y avait pas moyen d'entrer avant, même si le sentiment vous poussait à entrer directement, non, il y avait la barrière. On rentrait, et puis, et très souvent, il vous disait « T'es pas dans le sentiment ». Je l'ai vu, tes mains n'étaient pas comme il faut. Si tu avais été dans le sentiment, tes mains auraient été autrement. Un autre jour, bon, j'avais essayé de respirer, j'avais essayé d'être touchée par la grâce, j'avais essayé d'être émue par la perte de l'âme de Don Juan, et comme je pouvais, avec mon amalgame à moi, et j'arrivais et il me disait « Mais tu en mets beaucoup trop, maintenant c'est fini, enlève-moi tout ça, tu dois enlever tout ça ». Alors j'étais complètement perdue, je dois dire, ça m'est arrivé avec Elvire de vraiment plus savoir où j'en étais. Les cours ont lieu donc du 14 février 40 au 21 septembre 40. Oui. Il y a une longue interruption à l'intérieur de ces cours. Oui. Sur Elvire, oui. Et il y a une reprise de ces cours, oui. Et l'interruption est due donc à la guerre, oui. Hein, à l'exode. À l'exode. Et comment est-ce que vous, d'abord, parlait-il de cette guerre qui au début menace et puis ensuite s'installe vraiment? Quand elle menaçait, il nous en a parlé en disant qu'elle était à peu près inéluctable. Et puis quand elle s'est installée, il en a presque plus parlé parce que tout le monde n'était pas d'accord, je suppose, dans la classe, oui. sur l'interprétation de cette guerre. Il nous disait qu'il avait des difficultés avec l'occupant parce que il voulait monter des choses et il ne pensait pas qu'on les lui laisserait monter, donc il nous parlait comme ça, mais c'était assez léger, je veux dire, pas dans l'expression, mais il n'insistait pas. Et puis il nous a un jour dit qu'il voulait s'en aller. Alors, bon, et il a demandé ce que nous ferions, chacun de nous, si nous voulions partir, et moi j'ai dit non, moi je reste. Il m'a dit pourquoi faire, j'ai dit je verrai bien. Mais je voulais rester. Je n'étais pas du tout d'accord pour partir. Lui-même cherchait ce qu'il voulait ce qu'il voulait sortir d'Elvire pour lui, ce que devait être Elvire. Ça, c'est resté
c'est resté vivace parce que ça avait été très dur. Évidemment, je n'avais pas très bien compris pourquoi il me faisait quelquefois changer complètement. J'étais complètement déroutée, je ne savais plus, puisqu'à un moment je dis je n'y arriverai jamais. C'est parce que c'est lui qui changeait, qui voulait voir si en disant telle chose, il obtiendrait ça. Mais il obtenait quelque chose avec moi qu'il n'aurait sans doute pas obtenu avec quelqu'un d'autre. Et par contre, il aurait obtenu d'autres choses que moi je n'arrivais pas à lui donner. Oui. Il travaillait son Elvire sur moi. C'est ça. Il essayait de sculpter son Elvire sur moi et je répondais comme je pouvais. Considérez l'incertitude du jour de votre mort. Ô mon âme, vous sortirez un jour de ce corps. Quand sera-ce? Sera-ce en hiver ou en été? En la ville ou au village? De jour ou de nuit? Sera-ce à l'impurvu ou avec avertissement? Sera-ce de maladie ou d'accident? Aurez-vous le loisir de vous confesser ou non? Serez-vous assisté de votre confesseur et père spirituel? Hélas, de tout cela nous n'en savons rien du tout. Seulement cela est assuré que nous mourrons, et toujours plus tôt que nous ne pensons. Considérez qu'alors le monde finira pour ceux qui vous regardent. Il n'y en aura plus pour vous. Il renversera sans dessus-dessous devant vos yeux. Oui, car alors les plaisirs, les vanités, les joies mondaines, les affections vaines nous apparaîtront comme des fantômes et nuages. De Louis Jouvet à Jacques Copeau, juin 1915. Je vous écris de nuit, de garde, au milieu d'une pétarade épouvantable qui me fait rêver au bruit de coulisses pour le 5 de Don Juan. Ce soir, ça cogne dur, et ça ne tombe pas loin en ce moment, que les vitres vont en foutre le camp tout à l'heure. Je lis Molière et Saint-François de Sales. J'adore et je découvre de plus en plus Molière. Ces cochons-là n'arrêtent pas une minute. J'ai été fort frappé dans Don Juan de la compréhension du christianisme et des problèmes religieux, malgré ce qu'en dit, je crois, ce vieux Lançon, autrefois étudié. Madame Erlin-Besson, où sommes-nous? Ici, nous sommes dans la collection Jouvet, dans le département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale, qui habite à la bibliothèque de l'Arsenal. Vous avez été longtemps très proche collaboratrice de Louis Jouvet, à double titre me semble-t-il, comme vous avez été chargée par lui, c'est ce que vous m'aviez dit, de trouver des documents en bibliothèque pour ses mises en scène futures, et puis aussi vous étiez très très proche de la vie matérielle de son théâtre, puisque vous avez été régisseur puis directeur technique de scène, ce qui était tout à fait unique pour une femme en son temps. Vous m'aviez dit que juste avant la guerre, il voulait monter Don Juan. C'est-à-dire qu'au moment où nous avons là ses cours en 40, il pense qu'il va monter Don Juan. Oui, mais il le pensait depuis... Oh ben, il travaillait tout le temps sur Don Juan. Oui. Vous savez, ça remplit... vous savez, ces grands classeurs quarto. Ben, il y en a 4 sur Don Juan. Plus les petits bouts de papier, de notes, plus des choses comme ça. Il a vécu avec l'école des femmes et Don Juan toute sa vie. Et avec toutes les pièces de Molière, mais particulièrement avec ces deux-là. Donc c'est un... Comment se fait-il au fond qu'il ne l'ait pas monté plus tôt? Il ne l'a pas monté plus tôt parce que... Il ne se sentait pas prêt, tout simplement. Il ne se sentait pas prêt. Je vais tout d'abord poser une question à Louis Jouvet. Je voudrais lui demander depuis combien de temps il pense à Don Juan et il pense à l'interprétation qu'il va donner demain de Don Juan. Christian Bérard, vous répondrez aussi bien que moi. Nous pensons, lui et moi, à Don Juan depuis 12 ans. Notre première conversation sur Don Juan a eu lieu en Suisse. Elle s'est d'ailleurs renouvelée en Suisse au cours d'une période assez fâcheuse pour tout le monde.
Et nous avons entretenu sur Don Juan des conversations fort longues. Et depuis 18 mois maintenant, à partir de cette date, nous avons travaillé Don Juan, les costumes et les décors avec Christian Bérard. Et nous avons refait, c'est-à-dire il a refait, défait, refait à plusieurs reprises tout ce qu'il avait fait pour arriver à la conception que nous allons maintenant présenter au public. J'avais entendu dire que pendant son exil en Amérique du Sud, il pensait beaucoup à Don Juan. Et en fait, la visite, on a continué à travailler sur Don Juan. C'est ça. On a travaillé sans arrêt sur Don Juan. La visite du monde baroque de l'Amérique du Sud alimentait beaucoup son imagination. Peut-être aussi. Et qu'il hésitait encore, ou de temps à autre se demandait s'il allait jouer Sganarelle ou Don Juan. Ah oui, mais ça il se le demandait longtemps. Oui. Au fond, Sganarelle, il disait c'est Sganarelle que je devrais jouer. Mais il craignait beaucoup qu'en confiant Don Juan à un acteur, même un très bon acteur ou un trop jeune acteur, ça ne retombe dans l'histoire du séducteur. Du séducteur, oui. Et ça, il voulait absolument l'effacer de la pièce. Vous, personnellement, lorsque vous pensiez à Don Juan avant, est-ce que vous pensiez toujours interpréter vous-même le rôle de Don Juan? Non, la question n'est pas d'interpréter un rôle quand on monte une pièce, la question est de monter la pièce. Je pensais, j'aurais eu plaisir à jouer Sganarelle, mais j'ai rencontré un acteur qui est un acteur remarquable, heureux de faire ici publiquement l'éloge, c'est Fernand René qui jouera Sganarelle. Lorsque je l'ai vu jouer, j'ai compris qu'il fallait que ce soit lui qui joue le rôle et que je devais jouer Don Juan, car rien ne me porte et rien ne me dispose personnellement à cette séduction sous laquelle on voit d'habitude le personnage de Don Juan. Il met en rapport le style de Don Juan et surtout, bien sûr, le style de la scène d'Elvire avec le style de Saint François de Sales. Saint-François de Sales, oui. Dans l'introduction à la vie dévote. Est-ce que vous savez que même pour travailler Don Juan, il a beaucoup lu le Don Juan Maniera de Minoche. Oui. Il a lu Pascal, il a lu Bossuet. Il a lu d'autres œuvres encore de mystiques. Vous estimez que le personnage de Don Juan tel que Molière l'a conçu, tel qu'on le concevait à cette époque, est très différent de l'idée qu'on peut s'en faire maintenant, c'est-à-dire du séducteur, du voleur de cœur? Oui, on se fait de Don Juan une bien triste idée à l'heure actuelle, mais ça n'a aucun rapport avec l'œuvre de Molière. Le Don Juan auquel on pense maintenant, c'est le Don Juan auquel pense le garçon au coiffeur qui vient me couper les cheveux et qui m'a dit allègrement l'autre jour, alors monsieur Jouvet, alors vous allez jouer Casanova. Ça, voilà le Don Juan que l'on pense. Enfin, pour les contribuables, les électeurs et les bacheliers français, Don Juan est un garnement qui séduit les filles, un jeune premier aphrodisiaque, alors que je ne crois pas que ce soit le personnage de Molière. Pour monter Don Juan, son problème, pas le problème, j'aime pas ce mot, la question qu'il s'est posée tout de suite, c'est comment rendre plausible pour le public actuel, qui n'est plus le public du Moyen-Âge, croyant et ayant la foi, chevillé au corps, qui n'est plus le public du XVIIe dont la foi était différente de celui du Moyen-Âge, mais qui affichait sa foi, et qui donc acceptait le miracle tel que le présentait Molière, avec le temps, avec sa faux qui s'envolait dans les cintres. Comment rendre cela plausible pour le public de notre époque? À partir là d'octobre 46, ont commencé les premières répétitions de Don Juan, mais qui se glissaient, comme je vous l'ai expliqué, à travers les répétitions d'autres pièces qu'on préparait, qui devaient passer avant Don Juan. Et les répétitions se sont faites tout de suite dans les décors? Ah non, pas tout de suite. Ça a été d'abord des répétitions de texte. On mâchait le texte, on répétait le texte, et des répétitions très restreintes. Comment ça se passait dans le bureau de Jouvet ou dans mon bureau. Toute la troupe était réunie? Ah non. Simplement. C'est par scène? Par scène, par acte. Il n'y avait jamais de lecture, Il n'y avait jamais de lecture, d'ensemble? Pas à ce moment-là. Voici le décor du premier acte. Oui. La première idée, c'est de faire un décor unique, transformable, avec de grandes arches, comme un décor de palais, puisqu'en fait, ça se passe dans un palais, le premier acte, avec toujours la vue de la mer, et on avait mis une sorte de buste là, pour qui restera finalement? Non, pour centrer le décor. Ici, nous sommes au deuxième acte. Toute la partie de ces arcades était
envolé au cintre et nous n'avions plus que ces arcades-là qui sont fixes avec la perspective de mer après le naufrage de Don Juan. D'accord. Ici, sur la photo, Bérard a indiqué à la gouache les arcades et tous ces petits lustres allumés. Ici, c'est le deuxième tableau du troisième acte qui représente le tombeau du commandeur. Christian Bérard, Et ce tombeau, je vais maintenant m'adresser à vous et vous demander de quelle façon vous avez conçu les décors de Don Juan. La difficulté était que dans Don Juan, il n'y a qu'un décor. Je ne voyais qu'un décor et Louis Jouvet, je crois, était tout à fait d'accord à ce sujet, mais le décor doit être transformé d'acte en acte pour qu'il perde sa monotonie. Alors, il faut que ce lieu, qui est un lieu abstrait, se change en forêt, en église, en tombeau, en palais. C'est très très rare quand même d'avoir des décors et de travailler si longtemps dans un théâtre sur des décors. Oh, mais ça, c'était la façon de travailler de Jouvet. Oui, il faisait ça Pensez pour que les bonnes, on a répété les bonnes pendant, pas tous les jours, mais pendant 5 mois. Combien de temps vous avez joué la pièce? Eh bien, on a Combien de fois, joué plutôt 189 fois à Paris et 11 fois en Égypte, Oui. à Alexandrie au Caire. Et Avec un grand succès public à Paris. un très grand succès public. Et un succès Puisque critique, par contre, écoutez, mitigé. mitigé. Des gens très violents. Mais au je début. vous dirai une chose, à la Générale, il y a eu 6 rappels après le premier acte et 8 rappels à la fin, après le tombeau dans le jeu. Et c'est après que les critiques ont réfléchi. Ce qu'il ne voulait en aucun cas, n'est-ce pas, c'est, il dit, il faut laisser à la pièce, il faut laisser les gens tirer de la pièce les solutions qu'elle contient. Et nous n'avons pas le droit de la tirer dans un sens ou dans un autre. Ça, c'était son point de vue. Oui, en même temps, il avait un point de vue extraordinairement affirmé sur Don Juan. Il avait un point de vue Sur le extraordinairement décor, sur les affirmé. costumes, pour le sens pouvoir métaphysique de la pièce. de la pièce, mais il ne voulait pas l'imposer aux gens, Aux acteurs, vous entendez? ni aux acteurs. Ah bah aux acteurs, c'était autre chose. Il ne leur a jamais parlé de la métaphysique de nos jours. Ah oui. Jamais. Il leur a parlé de leur rôle, il leur a parlé de leur attitude en scène. Ce qu'il voulait surtout, et ce qu'il leur disait, ne joue pas, dit le texte. On a entendu souvent ça. C'est qu'ils ne prennent pas tout de suite une attitude vis-à-vis du personnage. Il y avait des rapports très attentifs avec les acteurs où il demandait très il exigeant. était- Enfin, très exigeant naturellement, mais je veux dire. Oh très- non, il était très, très simple, très... Il n'y avait pas d'histoire de... Il était aussi amical avec le dernier petit acteur qu'avec Gabriel Dorzia ou René de Villers. Non, c'était vraiment une équipe en même temps. On était dans un rapport d'amitié. Le tout, c'était de respecter le travail. Non, il était très fraternel avec les uns et les autres. Et puis alors, ce qu'il appelait la famille, c'était les machinistes. Oui. Tous les groupes de machinistes qui étaient là depuis longtemps. Parce que souvent, on a dit à propos de ces cours qu'il était, enfin, les élèves, certains élèves ont dit qu'il était cruel et violent avec les élèves. Alors peut-être. Je ne sais pas, je n'y ai pas assisté. Oui. J'ai lu à peu près tous ses cours. Moi, ça m'a pas du tout, justement, à la Eh ben, lecture ça des n'apparaît cours. pas à la lecture des Oui. cours. Seulement, il y en avait qui étaient des têtes dures. Oui, oui. Il avait peut-être envie de les décourager ou bien qu'ils aillent ailleurs. Et quelquefois, il était ironique. Vous comprenez, on ne peut pas dire qu'il avait des idées préconçues. Quand il attaquait une pièce, il avait tout mis à plat. Et puis, il y avait le travail sur le texte avec les comédiens, surtout pour qu'ils ne commencent pas à jouer, c'est-à-dire pour qu'ils s'imprègnent du texte, qu'ils arrivent à un de ces stades. Et puis, de temps en temps, on allait sur le plateau pour voir comment ça allait réagir. Et vous étiez près de lui à ce moment-là? Il y avait la table de répétition, en général, il était là. Quand il y avait Giraudoux, il y avait Giraudoux, il y avait lui, ou quelquefois, il était dans mon dos.
Puis Bérard aussi, enfin c'était là, c'était autour de la table de répétition, parce que c'était moi qui prenais les notes. Vous preniez les notes, c'est-à-dire que vous dessiniez les places qu'avaient prises Ben oui, je les notais ce qu'il acteurs. avait dit, et puis quelquefois le lendemain c'était tout à fait le contraire. Alors, je n'avais pas le même temps de Il avait donner. réfléchi pendant la nuit et Eh bien non, une autre idée lui il était avait venue. une autre idée, ou bien l'acteur lui avait, par sa façon de réagir, il s'était dit ça va pas. Ce que je lui ai donné comme indication, il ne comprend pas, il faut voir ça autrement. Oui. Enfin, tout ça était Au jour Je le ne peux jour, pas au jour et le très jour. sur la matière Mais- même du travail. mais C'était en même temps, il avait bien, lui, une ligne Il savait bien où il définie de ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous n'avez pas été un peu effrayé au moment où vous avez pensé à monter Don Juan par les échecs qu'avait subi la pièce à l'époque de sa création par Molière et après même, également par toutes les discussions, par toutes les controverses, les polémiques auxquelles elle avait donné lieu? Évidemment, nous avons été effrayés par ça, mais comment dirais-je, c'est un symptôme de la vertu probablement de l'œuvre, n'est-ce pas, de la vertu dramatique de l'œuvre. Nous devons nous dire que c'est une œuvre qui, ayant suscité tellement de contestations, tellement d'interprétations différentes, est une œuvre qui doit contenir en elle-même son secret, un secret dramatique. C'est ce secret que, témérairement, nous nous sommes mis à chercher, car c'est notre métier. J'ai vu beaucoup des spectacles de Jouvet. Naturellement, j'étais très jeune, mais enfin, je m'en souviens très très bien. Les spectacles de l'après-guerre, naturellement. Des spectacles qui se sont donnés jusqu'à sa mort. Je les ai tous vus et chacun plusieurs fois. Donc j'ai un souvenir extrêmement précis de la manière dont Jouvet avait monté Don Juan. D'ailleurs, à mon avis, si on veut dire toutes les choses, moins bien que ce qu'il dit dans ses cours. J'ai un souvenir moins intéressant non pas de la mise en scène en général, mais je dirais plutôt de la direction d'acteur que ce qui est dit dans ses cours. Ça, c'est d'ailleurs une chose très importante, c'est que très souvent, nous tous, et moi-même, c'est quelque chose que je peux dire pour moi-même, je pense que nous traitons, enfin tous les gens qui prétendent donner des leçons, qui enseignent l'art dramatique, très souvent, nous faisons mieux dans les leçons que dans la réalisation même, ou tout au moins il faut tout le temps, lorsqu'on fait un spectacle, lorsqu'on fait de la mise en scène, lorsqu'on monte la totalité d'une œuvre, se remettre dans la situation d'ingénuité et de liberté que l'on a lorsqu'on donne un cours. Je pense que le cours, c'est le plus beau théâtre du monde. Une succession de cours, enfin ceux que j'ai donnés en divers lieux, notamment au conservatoire, comme Jouvet l'a fait au conservatoire, ça a été, je crois, le plus beau théâtre du monde. Il y a des choses que je crois je n'ai jamais si bien fait que dans les cours. À l'Athénée, il y avait toujours du bruit pendant les répétitions. Et ces bruits, c'était les voix des jeunes comédiens du conservatoire qui avait l'entrée libre chez lui, chez l'Athénée, et qui répétait les rôles sur les escaliers, dans les couloirs, dans les foyers. Alors il y avait ce théâtre, ce temple, disons, du maître qui faisait la mise en scène, je ne sais pas quoi, du Don Juan, disons, qui au fond était perturbé, si vous voulez, par ces voix qu'on entendait un tout petit peu ici par là de ces jeunes élèves qui n'avaient pas où aller pour répéter leur rôle. Et lui disait, venez chez moi, venez dans le théâtre. Et donc ça, c'est un signe que je trouve extraordinaire. Vous comprenez? Il n'y avait pas de religion. Il y avait la religion du théâtre, si vous voulez. Et il n'était jamais gêné par ces bruits-là. Perché tu mai raggiungerai Elvira, mai raggiungerai Fedra, Lady Macbeth, Berenice, Ofelia, non lo so, Don Giovanni come gli altri è vivo, ma è inaccessibile, e recitando il testo dei grandi personaggi per 20 anni di seguito, perché tanti ne occorrono, 20, per fare veramente un attore. Capiterà che tu riesca a farti imprestare dei sentimenti fuori dall'ordinario e questi sentimenti ti serviranno a recitare. S'il y a
un homme de théâtre qui a pratiqué comme acteur et a pratiqué comme, disons, philosophie du théâtre, la conception que le théâtre, c'est le théâtre, et que ce n'est pas la vie. Que le théâtre est une chose théâtrale, et que l'acteur doit être tout dans le spectacle, dans les personnages, mais dans le même temps, il ne touchera jamais les personnages. Et il sera toujours donc détaché, donc distancié, si vous voulez, ou mit eine Verfremdung, avec un éloignement du personnage. On le dit le soir aussi, ce soir même, je le dis. Toi, jamais tu deviendras Elvire, jamais tu deviendras Lady Macbeth, Ophélie, Phèdre, Bérénice. Tu peux seulement la représenter seulement, avec ta voix, avec ton corps. Mais toi, tu ne deviendras jamais un personnage. Et si ça devrait advenir un certain jour, s'il pourrait être une chose pareille, ce serait un désastre énorme. Ça finirait pour être une espèce de bombe atomique qui éclate et qui tue l'acteur et le personnage. Ça, c'est une conception absolument soi-disant naturaliste, réaliste, obériste du théâtre. Donc, c'est de l'antistanisme, si vous voulez. Brecht et Jouvet sont très proches sur le point de l'agression sur le fait du théâtre qui doit être le théâtre, il doit être donc la fiction, la mensonge, si vous voulez, avec un mot méchant, si vous voulez, mais enfin, le factice, la chose qui n'est pas vraie, et qui est toujours présente au public, qui n'est pas vraie, mais qui est plus vrai que la vérité, parce que c'est une vérité symbolique, c'est une vérité recréée, et que l'acteur ne devient jamais le personnage. Il ne peut pas. Il peut rester 3 heures dans la loge à réfléchir pour devenir le personnage. Il ne deviendra jamais le personnage. Il fera toujours la représentation du personnage. Ça, c'est absolument la technique épique. Mais, évidemment, il y a le problème, disons, de la colocation sur le point de vue, si vous voulez, du social entre Brecht et Jouvet. Et c'est là qui me manquait chez lui. Chez lui, il y avait le problème de devenir une espèce de caisse de résonance, de chercher le vide pour représenter les personnages. De ne pas on ne peut pas faire être le personnage, mais pour le représenter, il faut être dans une position, disons, mystique, si vous voulez, de pureté, de clarté, de transparence. Il dit toujours le mot transparence. Brecht disait pour représenter, il fallait être un homme, une femme, un être humain avec des idées, avoir le courage d'avoir les idées et de critiquer les choses qu'on va faire et les personnages qu'on fait. Qu'il faut être dans la vie, il ne faut pas être transparent, il faut être bien logé dans sa propre peau et dans ses propres idées pour pouvoir représenter, comme jouer le personnage, mais aussi le représenter d'un point de vue critique s'il est nécessaire. Alors voilà, c'est ça. Le mot vous gênerait dans tout ce que je dis que en soi, si vous voulez, le mot mystique me gêne parce que moi je ne suis pas un mystique. Dans le sens que peut-être il pourrait avoir Jouvet, qui était d'ailleurs très obsédé par le catholicisme. Tout à fait. Et qui est mort en jouant, et ça c'est un hasard de la vie, vous savez, l'hasard, en jouant le rôle d'un prêtre défroqué qui quand même restait prêtre, non, dans la puissance et la gloire de Graham Greene, et qui avait des problèmes à lui terribles, des grands problèmes d'un grand catholique, enfin disons que ce sont des problèmes. Parce que vous savez, là les problèmes en Italie un petit peu différent. Un grand courant catholique sévère qui vient de Port-Royal en France, c'est quelque chose d'autre que la compromission, un petit peu, enfin, on s'ajuste, hein, toujours, qui est la grande tradition, si vous voulez, du catholicisme un petit peu facile. Donc, il n'était pas facile. C'est des gens comme Bernanos, c'est des gens de ce genre-là, avec lesquels il faut faire des comptes. Donc Jouvet avait ses problèmes, et il n'y avait pas d'autre, Au fond, pour lui, le théâtre, c'était quelque chose qui se renfermait en soi-même, et qui devait être comme une espèce de île, disons, dans le noir et dans l'abîme, dans lequel on recréait
la réalité, mais au dehors de la réalité, on ne doit pas être touché. Avec Brecht, nous étions tous dans la réalité pour représenter quelque chose un peu plus que les réalités. Ce que je pense, c'est que, voyant maintenant de notre point de vue, et Jouvet et Brecht, au fond, on s'aperçoit qu'ils ont été quasiment contemporains, qui se sont également quasiment pas connus vraiment, et nous pouvons, nous, tirer un très grand profit de la réflexion de l'un et de l'autre, et nous apercevoir qu'elles ne sont peut-être pas très antinomiques, probablement pas antinomiques. Alors, je dirais moi que, si on reparle de ce point de vue quasi mystique dont tu parlais tout à l'heure, je dirais qu'il y a quelque chose qui est le fond de l'acte de jouer, pour moi, et je crois pour Jouvet, mais je le dirais sans doute autrement qu'il ne le disait lui, et autrement que ne le disait Brecht, et autrement que ne le dit Stanislavski, c'est qu'il s'agit de mettre ses pieds dans la trace des pas d'un autre. C'est-à-dire que c'est ça qui est quelque chose d'extraordinaire, d'ineffable, de bouleversant. C'est-à-dire que lorsque je lis l'œuvre d'un grand auteur, d'un poète, lorsque je les lis surtout dans ma propre langue, ou dans sa langue, enfin, lorsque je ne parle pas des traductions, quoique, enfin, quand nous avons la chance de jouer Molière, si nous sommes français, Claudel, si nous sommes français, etc., eh bien, nous parlons les mots qui ont été parlés par lui-même. Nous reproduisons donc son souffle. Et Jouvet le disait magnifiquement, nous reproduisons sa ponctuation, irrésistiblement, puisque nous reproduisons la coupe des vers, ou bien nous reproduisons la ponctuation évidente du texte, nous reproduisons sa phrase, nous reproduisons le mouvement de sa phrase. Et si nous sommes attentifs à reproduire, en effet, la phrase de quelqu'un, nous reproduisons plus que sa phrase, nous reproduisons son corps. Nous, probablement, bien que les corps aient, paraît-il, changé entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, malgré tout, la patte humaine est à peu près toujours la même, et tant qu'elle sera toujours à peu près la même, je pense qu'on reproduira le comportement, la conduite des gens qui ont vécu avant nous. Et on reproduira aussi leurs pensées. Nous sommes traversés, nous, acteurs, par la pensée des autres. Et c'est une chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, si vous permettez de dire quelque chose qui n'a qu'un rapport apparemment lointain avec le théâtre. C'est un travail d'anthropologie qui m'avait beaucoup frappé. On retrouve parfois la trace de pas de gens qui ont vécu, alors il y a la trace de pas au sens propre, de gens qui ont vécu il y a je ne sais combien de millénaires. Et ces traces de pas ont été séchées, puis fossilisées, donc elles existent toujours, et à partir de l'examen de la trace des pas, on peut voir que là marchait un homme, là marchait une femme, peut-être cette femme portait quelque chose, ou bien elle portait un enfant, ou bien elle était enceinte, parce que son pas semble plus lourd que le pas d'une autre femme, etc., etc. Et donc, on arrive, si on met... Simplement, on essaye de reproduire ça au sol et de mettre ces pas dans les pas de ces gens-là. On arrive à reproduire leur corps, leur démarche, leur mouvement et d'une certaine façon le désir qu'ils avaient d'aller d'un point à un autre point. Et ça, c'est pour moi essentiellement et fondamentalement l'acte de théâtre. Et ça s'exprime dans deux choses qui semblent tout à fait antinomiques, c'est-à-dire les réflexions de Brecht sur le théâtre épique, c'est-à-dire finalement, quand on ne peut pas faire autre chose, eh bien il faut raconter ce qu'on lit, essayer de le raconter, essayer de le faire, et une autre chose qui sont les réflexions de Jouvet sur le souffle emphysémateux de Molière dans l'école des femmes, et la nécessité pour Molière de prendre des moments de répit lorsqu'il jouait Sganarelle. Et on voit que Don Juan en particulier est parfaitement écrit de manière que l'acteur jouant Sganarelle se repose après de trop gros efforts de souffle. Donc cette communion que l'on retrouve avec des gens qui ont disparu, des gens qui sont morts, qui sont avant nous,
cet sentiment de la continuité, c'est ça, il y a quelque chose d'ineffable, quelque chose en effet qui est d'une profondeur insondable, qui est une chose bouleversante pour l'acteur, et que moi j'éprouve très fortement, et que j'essaie de communiquer aux gens qui travaillent avec moi. Il faut dire que même dans la pratique du théâtre que je pratique, que je fais tous les jours, je m'aperçois quelquefois, ou beaucoup de fois, que les réflexions, que les idées, presque même les mots, pas toujours les mêmes, enfin, plus ou moins, ont quelque chose à quoi faire avec Louis Jouvet. Et je m'aperçois alors que le rapport que moi, personnellement, j'ai en moi avec Louis Jouvet était plus fort et plus profond que ce que je croyais. Je l'ai toujours aimé bien, le patron. Mais je ne savais pas avant jouer, disons, les mots de ses leçons, à quel point il était proche à certaines choses que je crois du théâtre. Mais le fait est dû, je crois aussi, surtout au fait que Louis Jouvet, c'est peut-être le plus grand théoricien du théâtre dans le sens du métier de l'acteur que nous avons eu dans notre temps historique. D'autres ont écrit des traités sur l'art de l'acteur, autres ont fait des considérations, chacun de nous les fait. Mais la profondeur du travail acharné, dans ce sens-là, que Louis Jouvet a fait sur le problème de l'acteur en soi. Qu'est-ce que c'est l'acteur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être acteur? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut devenir? Et qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est seulement quelque chose que seulement lui a fait. Je ne le trouve pas, et je ne l'ai pas trouvé dans d'autres grands personnages du théâtre contemporain. Et alors, voilà que chaque réflexion que nous faisons sur le théâtre, nous sommes obligés de le faire, chaque recherche que nous faisons sur ces métiers d'art, je l'appelle métier, parce que c'est un métier d'art, mais c'est un métier, eh bien, on se trouve que il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant nous, et il a réfléchi peut-être mieux que nous. L'homme se regarde lui-même, et toute la fantasmagorie de sa vie se manifeste à cet instant. Il regarde et écoute comme s'il dormait. C'est la conclusion de Claudel dans sa description du théâtre. C'est la dernière phrase. C'est ainsi que Claudel parachève le portrait du spectateur. C'est ainsi qu'il voit le théâtre. Il regarde et écoute comme s'il dormait. Dans cette salle où les gens sont là, les mains posées sur les genoux, se regardant eux-mêmes, se contemplant dans les acteurs qui vivent sur la scène, dans cette promiscuité qui mêle la femme adultère à l'oisif, le voleur au voleur, et qui échantillonne tous ceux qui peuplent la ville, cette assistance qui tapisse les murs courbes de la salle du théâtre, ces centaines de visages blancs, ce sont au fond des dormeurs. Éveil ou réveil de l'être humain, dualité de notre existence et de notre vie, le miroitement et le vertige s'accusent encore et grandissent par cette phrase. À la lire et à l'entendre, on se sent soi-même troublé. Ils regardent et ils écoutent comme s'ils dormaient. Quand je regarde et j'écoute, est-ce donc que je perds mon existence? Est-ce que je n'existe que lorsque je suis cet autre qui n'est plus moi? Et de combien d'heures par jour est fait ce sommeil ou cette absence? Quelle est la part de ma vie qui est vraie et réelle, et quelle est la part où je rêve? Le théâtre serait-il comme le rêve ou comme l'espérance, le sommeil de ceux qui sont éveillés? Les limites où la raison s'égare sont atteintes et il faut, je crois, s'arrêter.